troppo spalancata per Basso Gog che si porta avanti il pallone, va verso la Sacra non esce, Basso Gog! Formidable gol de Camerún. Aquí está la Copa de África. Allez, bonsoir, bienvenue à Club Cannes. Ce soir, le Cameroun pour une entrée difficile, mais entrée réussie face à la Guinée-Bissau. Eh bien, les champions en titre de la Coupe d'Afrique Nations, les Lions indomptables, ont eu le dessus. Ce soir, du côté d'Ismaïla, 2-0 face à la Guinée-Bissau pour une première rencontre. Tandis que de l'autre côté, toujours dans la même poule, la poule F, eh bien, c'est le Ghana qui jouait contre le Bénin. 2 buts partout, score final de la rencontre. Pour décrypter la rencontre, les rencontres de ce soir, deux invités, pas de moindre. On accueille d'abord l'ancien international camerounais, on va dire notre consultant qui nous a fait l'honneur encore de venir sur ce plateau. Bonsoir, bienvenue, Géné Keke. Bonsoir Bouba et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez vu le match ce soir. Est-ce que d'entrée de jeu, vous avez eu peur ou bien parce que le Cameroun a dû attendre la seconde manche pour venir à bout de son adversaire? Non, je pense qu'après, mis à part les 10 premières minutes, le Cameroun a dominé son sujet, aussi bien territorialement que physiquement. Et je pense que si on n'avait pas été maladroit, le match aurait très très vite basculé. Je pense qu'en deuxième mi-temps, en plus, la domination est montée encore d'un dièse. La victoire est logique. La victoire est logique. C'est vrai que dans ces matchs, on n'est jamais à l'abri. Parce que, mine de rien, la Guinée a quand même eu deux occasions. Un poteau et une occasion dont on doit simplement notre salut à la maladresse du joueur guinéen. Et sinon, je pense que non, il n'y avait pas... Je n'ai pas eu de frisson. Pas eu de frisson. Cette équipe était rassurante. Merci, ancienne gloire, parole d'un avant-centre très rassurant et qui s'est reconverti entraîneur aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre consultant permanent tout au long de la CAN, Coris Kouyaté. Coris, bonsoir, bienvenue. Alors bonsoir Bouba, bonsoir à l'ensemble des millions de téléspectateurs des Canadiens internationaux. Bonsoir particulier à tous ceux qui nous font l'honneur, n'est-ce pas, de nous regarder ce soir. Merci également d'être là avec nous. On va tout de suite, sans transition, du côté d'Ismaïla pour prendre quelques réactions avant match, bien sûr. Quelques heures, quelques minutes seulement avant la rencontre qui a mis aux prises la Guinée-Bissau et bien sûr le Cameroun, des champions d'Afrique en titre qui ont eu de la peine à rentrer dans le jeu, mais finalement ont eu raison de leur adversaire du jour. On écoute nos envoyés spéciaux du côté d'Ismaïla, quelques minutes seulement avant la rencontre. Quelques minutes du coup d'envoi du match entre les Lions indomptables du Cameroun et les Durtus de Guinée-Bissau. Ces Lions indomptables qui vont défendre le titre acquis au Gabon il y a 2 ans. Première rencontre dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Dans quelques instants seulement, Yves Chamade, le premier 11 de départ de Hugo Bros en Coupe d'Afrique des Nations vient de tomber. Il n'y a pas de grosse surprise. Oui, je crois que mis à part Tchakoute qui est légitimement titulaire après la suspension de Faye Collins, qui est la vraie surprise en politique comme ça par rapport aux joueurs qu'a déjà utilisé Clara Sidov dans son effectif. À côté, il y a le trio Choupo, Bassogok, Toko Ekambi, qui à mon sens n'est toujours pas une surprise. C'est vrai qu'on n'a réellement pas un attaquant, on n'a pas un pointeur dans cette équipe-là, mais c'est des joueurs qui peuvent à la fois jouer sur le côté, peuvent jouer en pointe. Ça dépendra de l'animation que mettra en place Clara Sidov. Un gars comme Choupo Moting peut facilement se retrouver, Axel ou encore Toko Ekambi. Donc moi je crois que c'est une question d'animation. Maintenant pour au niveau milieu de terrain, Djoumano, Zamboaguissa et Mandjek, c'est carrément du classique. C'est vrai qu'il y a la présence de Mandjek qui jouera en sentinelle, qui sort quand même d'un très bon match contre le Comores Yaoundé. Je pense que c'est une confiance qu'a réitéré Clara Sidov à ce jour au vu de son expérience maintenant en défense. Je pense qu'il y a Banana Ngande, Oyongo Bitolo. C'est une triplette qu'a utilisé Sidov depuis pratiquement son arrivée à la sélection nationale du Cameroun et avec le gardien Andro Nana qui n'est nullement pas une surprise. En face, on aura les Durtus de Guinée-Bissau qui vont disputer leur deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Ils n'ont pas oublié la défaite 1-2 au Gabon il y a 2 ans, mais surtout ils n'ont pas oublié le but de Piketty qui avait fait paniquer tout le pays des Lions indomptables, tout le 237. Yves Chamade, qu'est-ce qu'il faut éviter dans le scénario? Il faut éviter de mettre cette équipe en confiance, il faut éviter de prendre le premier but, il faut être très serein, il faut être très confiant, il faut être calme dans le jeu, il faut aussi marquer rapidement dans cette rencontre pour tuer les velléités, on a dit comme ça, de cette équipe bissau-guinéenne qui viendra certainement, comme on le dit, un jeune
un jeune lourd dans l'angle. C'est carrément ce statut avec lequel cette équipe arrive dans cette équipe, dans ces rencontres. Donc moi je crois qu'il faut que le Cameroun aborde sereinement ces rencontres. C'est l'entame de la compétition. Battre ce record d'invincibilité lors de nos premiers matchs de la CAN depuis 2013. Et à mon sens, si on réussit à marquer l'IA d'entrée de jeu, ça va être facile. Et je crois que Seedorf pourra avoir une certaine facilité de pouvoir gérer ce match jusqu'à la fin de la rencontre. Mais quelque chose à préciser dans ce match, le contexte sécuritaire, le dispositif sécuritaire autour de nous est impressionnant pour ce début de compétition dans la ville de Ismaïlia. André Mirabomop, Yves Chamadoy, Luciano Ndjakou à Ismaïlia pour Canada International. Merci à nos envoyés spéciaux. Alors, coach, je commence par vous. Vous avez été surpris par le 11 entrant de l'entraîneur Clarence Seedorf? Non. Pourquoi? Non, bon, c'est vrai que Baroken, si on veut vraiment un finisseur, on aurait pu commencer par Baroken, parce que comme le disait votre collègue, ces trois attaquants, il n'y a pas vraiment d'attaquants en avant-centre type, avant-centre fixeur, avant-centre finisseur. Ce sont des joueurs qui peuvent jouer dans le couloir. Donc, à part Baroken, le reste est logique. Baoken qui entre finalement, coaching gagnant, parce que vous dites que Baoken aurait dû commencer. Il est entré, première touche de balle, premier but et premier but à la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, parce que je pense que ce qui est sûr, c'est que le rapport de force est tel que le ballon allait traîner dans les 18 mètres. Le ballon allait traîner dans les 18 mètres et là, il fallait beaucoup plus un finisseur, un renard de surface qu'un joueur de mouvement comme les Tchoupo ou Toko et Bassogor. Bon, mais c'est un choix. Et je pense que globalement, quand même, en dépit du fait qu'on a commencé avec ces trois-là, il y a eu beaucoup de centres. Il y a eu beaucoup de situations devant le but. Et en plus, j'ai aimé parce que nos joueurs semblaient avoir les jambes. Bassogor était le dominateur dans ces duels offensifs. Et il a percuté dans les 1 contre 1. Toko également. Tchoupo a fait, ça rappelle son solo qui était... Il ne nous a pas habitués à ça, mais il a fait des choses intéressantes. Et je pense aussi que quand le doute a commencé à venir, parce que quand plus le match avançait, on reste à 0-0, là on commence à trembler un peu. Et là il fallait effectivement des gens, quelqu'un de fixe. D'autant plus que bien qu'on ait dominé le match est quand même décanté par un coup de pied arrêté, marqué par un défenseur. On en vient tout à l'heure au match. Je veux qu'on reste un peu sur les dispositions tactiques du coach Clarence Seedorf. Hormis Tchakounte qui est entré en lieu et place de Faye Collins qui est blessé, est-ce qu'en défense comme au milieu, vous avez été surpris? Surpris non, parce qu'il faut dire que Faye Collins n'était pas blessé. Faye Collins, c'était... le cumul de cartons, deux cartons jaunes, n'est-ce pas, lors des éliminatoires de cette compétition-là. Et il faut rappeler quand même que nous sommes à cette Coupe d'Afrique avec un seul latéral droit. Parce que Tchakounte, en réalité, c'est un défenseur central, mais qui peut dépanner à droite, tout comme Jérôme Onguène, malheureusement, qui n'a pas été retenu. Donc là, ce n'était pas une surprise. Mais par contre, moi, je m'attendais à un Koundé Malone, n'est-ce pas, au milieu de terrain, par exemple, en lieu et place de Georges Mandjek, donc c'est là où je suis un peu surpris. Sinon, le reste, honnêtement, c'est du classique. On voit que Clarence Seedorf s'est appuyé pratiquement sur les 10 joueurs qu'il utilise depuis qu'il est arrivé ici, donc c'était pas une surprise. Alors, première mi-temps, les 15 premières minutes, on a eu un peu froid au dos avec des loupés, des multiples loupés côté camerounais. Qu'est-ce qui peut expliquer ou justifier cette lenteur ou alors cette maladresse? Non, c'est l'entame d'une compétition, Bouba. Il faut dire que l'entame d'une compétition n'est jamais facile pour qui que ce soit. Surtout que vous venez en tant que favori, vous venez en tant que tenant du titre, il faut défendre votre titre. Donc avec tout ce qu'il y a eu autour de la préparation, ce n'était pas facile. Mais dans l'ensemble, il faut dire que honnêtement, c'est l'un des matchs les plus aboutis de l'équipe nationale du Cameroun parce que nous avons dominé notre adversaire du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai eu comme l'impression que les Guinéens ont voulu faire ce qu'ils ne font pas souvent. À savoir, c'est une équipe en principe joueuse. Et on l'a vu, notamment vers la fin du match, que quand cette équipe a voulu jouer, elle a joué. Donc, pour un départ, on a eu comme l'impression que l'équipe guinéenne est venue chercher à défendre.
Et c'était assez compliqué. C'est pour ça que le Cameroun a dominé pratiquement tout le match. Je vous disais tout à l'heure que c'est l'un des matchs les plus aboutis. Pourquoi? Parce que c'est l'un des rares matchs depuis l'arrivée des Clarence Seedorf où j'ai vu le Cameroun posséder le ballon à pratiquement 60%. J'ai vu le Cameroun tirer 16 fois et cadrer quand même 5 fois. Si vous prenez ces statistiques, j'ai vu le Cameroun faire quand même 417 passes. C'était énorme. C'est pour ça que je dis que c'était un match abouti. 8 corners quand même contre 2 pour les Guinéens. Ça veut dire que nous avons quand même dominé ce match du début et pratiquement jusqu'à la fin. Donc l'entame a été un peu difficile, c'est normal. C'était le début de la compétition. Ça arrive à toutes les équipes. Ce n'est jamais facile d'entrer, n'est-ce pas, tout feu, tout flamme dans une compétition. Et c'est là que moi je trouvais que nous avons... Le Cameroun a montré qu'on a des atouts. Parce que même pour le deuxième match, on va en parler. Ce sont les individus, quand ça ne passe pas avec les passes, ce sont les individus qui doivent faire la différence, par la percussion, par l'improvisation. Et là, aujourd'hui, j'ai vu Bassogog pour improviser, j'ai vu Tchoupo improviser, j'ai vu Karl Toko essayer d'improviser. Mais le problème, c'est le problème de la finition, le dernier geste. C'est vraiment là le problème, parce que quand ça va monter d'un cran, on n'en aura pas beaucoup. Alors, dans le chapitre des imperfections, qu'est-ce qui a lieu rapidement à corriger? Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui à nos défenseurs, à nos milieux de terrain? On a vu, on a comme l'impression que le milieu en première manche n'avait véritablement pas joué son rôle. C'est finalement en deuxième mi-temps que le milieu a eu l'ascendance sur l'adversaire. Non, vraiment, moi, je voudrais éviter de... D'abord, il faut relativiser. Le premier match était le cas. Il fallait bien le négocier, mais relativisons. C'est-à-dire que la Guinée, ce n'est pas le Ghana, la Guinée, ce n'est pas le Bénin, c'est la Guinée. Et dans une poule, une telle configuration, il y a les deux favoris, c'est le Cameroun et le Ghana. Il y a un outsider qui est le Bénin, qu'il faut prendre au sérieux, parce que ce que le Bénin a montré aujourd'hui, il faudrait faire attention. Il peut faire la surprise. Mais l'équipe, qui est l'obstacle que tout le monde, toute équipe qui veut garder ses chances de qualification doit passer cet obstacle, c'est la Guinée. Donc, et là, la différence va se faire d'ailleurs sur les quarts de but qu'on marquera contre la Guinée, entre les trois. Et c'est la raison pour laquelle, bon, c'était un match de chauffe. On l'a bien négocié, mais arrêtons-nous là, on ne peut pas tirer des enseignements. Mais à partir du prochain match, là, c'est un autre niveau. C'est là que, actuellement, moi, je pourrais émettre un avis sur le niveau de notre équipe. Alors, Coris, sur les choses à corriger rapidement? Les choses à corriger, déjà, il faut travailler le ratio, il faut augmenter le ratio occasion de but. Parce que lorsqu'on tire 16 fois, on cadre seulement 5 fois, il y a un problème. Lorsqu'on tire 16 fois et on marque seulement 2 buts, il y a un problème. Parce que comme le coach le disait, la compétition va augmenter, va monter en intensité. Nous affrontons le Ghana le samedi. Le Ghana qui sort là d'un match nul. Donc il faut dire que le Ghana ne viendra pas pour s'amuser. Le Ghana viendra là pour jouer sa qualification pour les huitièmes de finale. Ce qui fait que lorsqu'on va jouer contre le Ghana, par exemple, sur 3 occasions, il faudra bien mettre 2 buts au fond. Parce que si vous faites 3 occasions, 0 but, 5 occasions, 1 but, ça va être compliqué pour nous. On prend maintenant... Parce qu'effectivement, là, dans la configuration dont je parlais tout à l'heure, le plus important, c'est ne pas perdre contre ses concurrents directs. Ne pas perdre contre ses concurrents directs. Pour le cas du Cameroun, le concurrent direct, c'est le Ghana. C'est le Ghana et aujourd'hui le Bénin. Le Bénin aussi, parce que le Bénin, avec ce qu'il a montré, n'est plus un outsider. Le Bénin, maintenant, c'est mis... Un concurrent sérieux. Voilà, un concurrent sérieux. Et c'est la raison pour laquelle le Ghana a un peu brûlé son joker. Si le Ghana ne fait pas un résultat contre le Cameroun, il sait que ses chances sont compromises. Donc c'est pratiquement une finale. On en vient maintenant à la deuxième rencontre de cette poule F, sanctionnée par un score de parité, 2 buts partout entre le Ghana et le Bénin. Le Bénin qui est un adversaire sérieux, a montré à travers la rencontre de ce soir face au Ghana. Le Ghana, certes, qui a terminé le match à 10 contre 11 avec un carton rouge survenu à la 54e minute. Je veux qu'on commence avec vous, le coach. On a vu quand même un match intense parce que les deux équipes sont allées. Il n'y a pas eu une phase d'observation. Non, le match était intéressant, il était beau à voir, il était d'un bon niveau.
Bon, commençons aussi par dire que c'est joué dans la meilleure condition que les autres matchs. C'est-à-dire que les matchs ils sont joués plus tôt. Parce que quand il fait chaud, on ne peut pas avoir la même vitesse. Donc les conditions étaient favorables, mais on a vu le beau jeu. On a vu vraiment le Bénin m'a agréablement surpris. Par sa maîtrise collective, par le talent individuel des joueurs. J'ai vu vraiment de deux côtés, hein, la maturité des joueurs, je dirais leur sang-froid. Quand il fallait ralentir, on ralentissait, quand il fallait accélérer, on accélérait. Le tempo était assez juste. J'ai vu pratiquement les joueurs tous qui jouent la tête levée. Non, c'était un match intéressant. Et le Ghana, j'ai aimé la maturité parce qu'ils ont pris un but, d'autres auraient été sauvés, mais avec beaucoup de maturité, ils sont revenus dans le match. Et attention, parce qu'ils ont des joueurs d'expérience, des joueurs qui n'ont pas besoin d'une occasion, d'une demi-occasion, ils la transforment. Et, parce qu'il le disait tout à l'heure, le ratio, occasion de but, efficacité, but, il n'a pas été bon chez nous. Et quand on voit les frères Ayou, la moindre occasion, ils ont la science, la finition. Ils savent qu'ils doivent croiser, ils savent qu'il y a une vitesse d'exécution, ça va très très vite et très efficace. Alors Coris, le Bénin qui revient à ce niveau 10 ans après et qui ne marque pas de montrer ses ambitions, parce que c'est le Bénin qui effectivement ouvre la marque et puis le Ghana vient égaliser. Est-ce que pour vous, quand vous avez regardé les débuts, les 15 premières minutes de cette rencontre, vous étiez sûr que le Bénin allait faire sensation? Ah ben là, attention, parce que j'ai vécu aujourd'hui, je crois que j'ai regardé l'un des plus beaux matchs jusqu'ici de cette compétition. C'est-à-dire beau match en termes de gestes techniques, beau match en termes d'intensité, beau match en termes de production de jeu. Et il faut dire que le Bénin n'est pas là par hasard. Le Bénin s'est qualifié quand même au dépens du Togo, entraîné, n'est-ce pas, par un habitué, n'est-ce pas, de cette Coupe d'Afrique. Je parle bien sûr de Claude-Marie Leroy. Le Bénin était dans une poule avec l'Algérie. Il faut dire que la force des Béninois, c'est qu'ils ont des individualités et ils ont un bon collectif. Et honnêtement, lorsqu'une équipe de... C'est pas un match nul volé, même s'il faut dire quand même que John Boyd, le défenseur central ghanéen, n'a pas aidé ses coéquipiers. Sur le carton oui, ce deuxième carton, ce deuxième carton jaune, on a envie de dire inutile, pour une perte de temps inutile à la 54e minute de jeu, qui a poussé forcément, n'est-ce pas, le coach ghanéen à revoir, n'est-ce pas, sa tactique, à revoir sa stratégie et forcément beaucoup plus penser au match nul, ou bien beaucoup plus chercher à conserver le score qui était de 2-1 que d'aller chercher peut-être à salir l'addition. Et on s'est retrouvé en train n'est-ce pas, de concéder ce deuxième but égalisateur. Et au jour d'aujourd'hui, le Ghana est on va dire en mauvaise posture avant d'affronter le Cameroun qui est en principe son concurrent direct dans cette poule F. Alors le Ghana, les frères Ayouk, ils ont montré encore que le Ghana peut compter sur eux. Oui, d'abord c'est l'expérience. Je pense que ces joueurs comptent beaucoup de Coupe Afrique, de Cannes dans les jambes. Et vraiment c'est la valeur ajoutée de cette équipe. Et en plus, tout à l'heure, ce que j'ai ajouté à l'analyse à 10, ce qui n'est pas évident. Là, moi, peut-être ce que moi je peux reprocher un peu à l'entraîneur, c'est vrai que ce n'est pas le tempérament de l'équipe. Parce que même à 10, le Ghana continue à jouer en leader. C'est-à-dire que c'est eux qui ils avaient besoin de ces points. Ils allaient chercher. Ils n'ont pas joué le match nul. Ils voulaient à 10 contre 11. Peut-être que quand ils se retrouvent à 10, jouer peut-être un peu plus bas, ça aurait été peut-être pas mal. On aurait laissé moins d'espace. Éviter au maximum dans cette poule F des équipes dangereuses pour le Cameroun. Bon, pas éviter puisque forcément nous sommes dans la même poule. Nous allons jouer contre ces deux équipes. Il faut faire attention parce que lorsque vous regardez une équipe comme le Ghana, jouer aujourd'hui, le Ghana jouait quand même avec 2 joueurs d'expérience sur le banc. C'est-à-dire vous avez l'emblématique milieu du couloir gauche ou encore latéral gauche, Kwadjo Asamoah de l'Inter de Milan, passé par la Juventus de Turin, qui était au banc.
vous avez l'ancien capitaine emblématique Asamoah Gyan qui était au banc. Quand vous voyez quand même des joueurs comme ça au banc de toute une équipe, vous comprenez qu'il y a de la matière de ce côté-là et que peut-être c'est une stratégie du coach. Plus la compétition va monter en intensité, plus, n'est-ce pas, on va utiliser d'autres joueurs. Donc, vous-même, vous avez vu le match, ce sont des équipes qui n'attendent pas. C'est-à-dire, contrairement au match Cameroun-Guinée où on a vu les 15 premières minutes, les deux équipes se regardaient un peu. Non, non. Ici, à peine le match a commencé, les gars se sont jetés dans la bataille et on a vu ce que ça a produit, n'est-ce pas, comme spectacle. Donc, ce sont des équipes où il faudra prendre très au sérieux. Il faudra éviter, n'est-ce pas, de commettre des erreurs comme ce qu'on a vu aujourd'hui. Il faut bien voir que les 15 voire 10 dernières minutes du match Cameroun-Guinée, nous avons à la limite peiné. Et on a vu que quand la Guinée a cherché à dérouler son jeu, le football chatoyant qu'on connaît, n'est-ce pas, pour ces équipes-là, parce qu'ils tirent leur fond de jeu, évidemment, n'est-ce pas, du système de jeu portugais, puisqu'ils évoluent pratiquement de ce côté-là, même si c'est dans des clubs de seconde zone de ce côté-là. Donc, ce sont des équipes revenant, n'est-ce pas, au Ghana et évidemment au Bénin, sont des équipes à prendre très au sérieux. Il faudra faire très... Opération publicitaire, on se retrouve juste derrière pour la suite de ce programme. Voilà, retour sur ce plateau où on va entamer avec la prochaine journée, toujours dans cette poule, à suivre de très près la rencontre de la seconde journée dans la poule F, un certain Ghana contre le Cameroun. Oui. Moi, je dirais que c'est une finale parce que le Ghana n'a plus le droit à l'erreur. Si le Ghana perd ce match, le Ghana compromet complètement ses chances. Le Cameroun n'a pas intérêt à le perdre non plus parce que ce n'est pas sa victoire contre la Guinée qui va lui assurer la qualification. Parce qu'il y a de fortes chances que le Bénin batte également la Guinée ainsi que le Ghana. Et maintenant, je pense que l'enjeu pour ces équipes, c'est de battre par un score plus large que le Cameroun pour optimiser ses chances. Et c'est la raison pour laquelle, comme on le disait tout à l'heure, les confrontations directes vont être déterminantes. Le Ghana n'a pas perdu contre le Bénin n'a pas perdu contre le Ghana. Si jamais l'une de ces équipes bat le Cameroun, on est mal. On est mal. C'est la raison pour laquelle il faut prendre ce match très au sérieux. C'est une bonne confrontation, je pense qu'elle sera agréable à voir, parce que le Ghana ne va pas se permettre, personne ne peut jouer derrière. Personne ne peut jouer bas, tout le monde est obligé de lâcher les coups. Et c'est un match intéressant. Un match très intéressant parce que le Ghana doit jouer son va-tout, étant entendu après un match nul ce soir face au Bénin. Ben oui, effectivement, il faut dire qu'après le match nul de ce soir, il va falloir aller chercher forcément une victoire contre le Cameroun pour éviter, n'est-ce pas, une mauvaise surprise à la dernière journée et peut-être ne pas accéder en huitième de finale. Il faut quand même également rappeler que historiquement, le Cameroun ne réussit pas au Ghana. Parce qu'il faut dire qu'il y a 2 ans, nous avons éliminé le Ghana en demi-finale. Il y a 11 ans, nous avons éliminé le Ghana en demi-finale. C'était au Ghana. Donc, sur ce plan-là, on a envie de dire on peut un peu dormir tranquille, mais je le disais, il faut faire très attention à cette équipe-là. Ça, c'est le premier point. Maintenant, il faut dire de l'autre côté également, le Bénin affronte l'équipe supposée faible de notre poule. Donc là également, il va falloir capitaliser contre la Guinée du côté du Bénin. Mais je crois aussi que beaucoup de calculs vont se faire, n'est-ce pas, lors de ce match. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans une compétition avec 4 équipes et que les 4 meilleures, n'est-ce pas, les 6 meilleures équipes, si je me trompe, de cette compétition vont être repêchées pour les 8e de finale. Donc à un moment donné, dans cette compétition ou encore dans ces matchs-là, beaucoup de calculs vont se faire. À un moment donné, le Ghana peut par exemple dire, au lieu de perdre, il vaut mieux faire un match nul et rester à 2 points parce qu'en battant évidemment la Guinée à la dernière journée avec 5 points quoi qu'il arrive, soit on sortira 2e, soit on pourra quand même jouer, n'est-ce pas, la 3e place qualificative pour
pour les huitièmes de finale. Donc c'est un match à Pas prendre. de défaite pour le Ghana. Non, quoi qu'il arrive, le Ghana viendra dans l'optique de... Oui, mais pas de un match défaite. nul encore, oui, mais pas de défaite pour ce match contre le Cameroun. Alors, le Bénin aussi, à côté, a aussi son mot à dire. Oui, en ce moment, ce qui est intéressant, c'est Un outsider. Oui, mais il sort de la catégorie d'outsider pour entrer dans les favoris. Eu égard au contenu de ce match d'aujourd'hui, cette équipe est en droit d'être avoir plus d'ambition. Et je pense que même le peuple béninois attend un peu plus de cette équipe. Et c'est la raison pour laquelle moi je pense que le Bénin, maintenant, faire un bon match, parfois ça peut arriver. Faire plusieurs bons matchs, ça c'est une autre chose. C'est la raison pour laquelle on va regarder la deuxième journée aussi, pour voir comment le Bénin va se comporter. Si ça se confirme, tant mieux. Et ça veut dire que, effectivement, là, ce n'était pas une impression. Ça veut dire qu'ils ont construit quelque chose d'intéressant. C'est un pays qui, à mon point de vue, qui a une bonne progression, qui travaille depuis que ce pays qui était anonyme, un petit pays de football, depuis quelques années, ce pays vraiment fait de bonnes choses et il est stable. Il est stable, progresse, il est là. Et il est même régulier dans les cannes. Alors, Coris, le retour du capitaine du Bénin lors de la seconde journée sera une plus-value pour cette équipe. Ben oui, évidemment, vous connaissez la force de Stéphane Sessegnon, balle au pied. C'est quand même un vieux de la vieille, s'il faut parler ainsi, un joueur qui a pratiquement fait le tour de l'Europe, passé par le Paris Saint-Germain, l'Angleterre, et aujourd'hui, du côté de la Turquie, forcément, ce sera une plus-value parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, le Bénin circulait beaucoup de ballons, mais à chaque fois, il manquait, n'est-ce pas, on va dire quoi, ce joueur capable d'éliminer 1, 2 joueurs avant de trouver Poté, n'est-ce pas, comme ça, sur une passe. Donc, ils auront l'avantage de retrouver, n'est-ce pas, leur meneur de jeu contre qui? Contre la Guinée, qui est l'équipe supposée faible de cette poule. Et forcément, ce sera un plus pour cette équipe-là. Un plus pour cette équipe, quelle configuration? Nous sommes dans les projections maintenant pour la prochaine journée, qui est une journée déterminante. Ce sera la deuxième ou la troisième plus déterminante dans cette poule, au vu des résultats de cette première journée? La troisième, mais je pense que la deuxième va être très importante. Mais la troisième, je pense que c'est la dernière chance. Mais il est évident. Mais la deuxième peut être déterminante pour certaines équipes. Le Cameroun pourra, par exemple, engager 3 points supplémentaires sur le Ghana, ce qui pourrait mettre le Cameroun en pole position, tandis que le Ghana serait en position défavorable. Je pense que aussi bien pour le Cameroun que pour le Ghana, comme il a dit tout à l'heure, le calcul froid serait je ne perds pas le match. Si je peux le gagner, je le gagne, mais je ne le perds pas. Parce que c'est ça le calcul le plus objectif. Parce qu'une défaite serait vraiment néfaste, parce qu'à ce moment-là, on attendra on sera dans le deuxième choix, le repêchage. Un match n'est pas catastrophique. Une victoire serait la bienvenue pour le Cameroun comme pour le Ghana. Parce que le Ghana, c'est sûr, va assurer contre la Guinée. Mais le plus important, c'est ne pas perdre. Même un match, ça serait juste parce que, et passer aussi par le repêchage éventuellement, c'est le Bénin qui risque de sortir un peu plus en confiance après cette deuxième journée. Parce qu'ils ont l'obstacle le moins difficile. Et si jamais ils battent la Guinée par un score de 3 ou 4 buts, je pense que cette équipe sera en confiance. Et là, je dirais, la pression serait sur les autres. Alors, quel bilan pouvons-nous faire à l'issue de cette première journée qui s'achève, Coris, avec le match du Cameroun? La deuxième journée reprendra demain avec la poule A. Sur le plan du jeu et même sur le plan des buts, est-ce qu'on peut dire que, contrairement aux Coupes d'Afrique précédentes, à l'issue de la première journée,
Avons-nous évolué ou alors régressé? Bon, il faut dire que, comme d'habitude dans les Coupes d'Afrique, on a difficilement commencé en termes de nombre de buts. Parce que vous voyez, beaucoup de gens attendaient un carton de l'Égypte à domicile contre le Zimbabwe. L'Égypte a peiné. Donc, en principe, on attend la confirmation de l'Égypte demain contre la RDC. Jusqu'ici, pour moi, je crois que les favoris n'ont pas brillé, mais ont confirmé. Les favoris n'ont pas brillé, ont confirmé. Je le disais tout à l'heure, l'Égypte n'a pas brillé, mais a réussi quand même par battre, n'est-ce pas, le Zimbabwe. Le Maroc n'a pas brillé, mais a réussi par l'emporter contre la Namibie. Le Nigeria n'a pas brillé non plus, mais a réussi quand même à battre le Burundi. Sénégal? Le Sénégal, par contre, a confirmé ce qu'on attendait, n'est-ce pas, de lui. Et derrière le Sénégal, il y a des challengers, n'est-ce pas, comme le Mali, qui a confirmé. Je crois que jusqu'ici, le match le plus prolifique en termes de nombre de buts reste le match Mali-Mauritanie, qui a quand même vu 5 buts. On a vu 5 buts dans ce match-là, contrairement aux autres matchs. Jusqu'ici, on a vu 4 buts, comme le match de tout à l'heure, Ghana-Bénin ou encore Madagascar-Guinée. Donc, les favoris sont restés quand même au top, mais on a quand même vu des surprises. La plus grosse surprise jusqu'ici quand même vient, n'est-ce pas, de cette défaite de la RDC. Même si la RDC était un challenger, mais c'est quand même une équipe sur laquelle on comptait dans cette compétition, qui a été battue par l'Ouganda, qui arrive là après pratiquement 10 ans d'absence à ce niveau de la compétition. L'une des surprises également, c'est quand même le match nul arraché par Madagascar face à la Guinée, parce qu'il faut dire que la Guinée également, c'est l'une des nations sur lesquelles on doit compter dans cette compétition, qui s'est vu, n'est-ce pas, arracher un match nul, n'est-ce pas, face à Madagascar. Sinon, dans l'ensemble, comme je le disais, s'il faut faire un bilan complet, c'est que bon nombre de favoris n'ont pas réellement convaincu, mais ont fini, n'est-ce pas, par gagner leur match, excepté quelques cas comme la Tunisie ou encore la Guinée. Alors, coach Eugène Ekeke, en dehors des challengers connus, traditionnels, on va dire le Cameroun, le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria, le Maroc, est-ce que à l'issue de cette première journée, vous avez le sentiment qu'il y a des petits poussets, des jeunes aux dents bien longues qui arrivent dans cette compétition, qui ont fait sensation au cours de la première journée? Oui, parce que je pense que les équipes parfois viennent avec un statut, mais la CAN est un moment d'évaluation. C'est un moment d'évaluation où on vient montrer au continent sa copie après 2 ans, comment on a travaillé depuis 2 ans. Et je prends par toutes les grandes compétitions, même la Coupe du Monde. Je vais faire juste une parenthèse. Il y a 4 ans, au Canada, nos filles avaient montré une très très bonne image. Une très très bonne image. Mais quand vous revenez chez vous, vous n'avez pas de championnat, il n'y a pas de travail, alors que les autres progressent, parce que le football féminin a énormément évolué en France, dans les autres pays. Il est évident que l'écart se voit. Cet écart-là, c'est la qualité du travail qu'il y a eu entre-temps. Et moi, j'ai été agréablement surpris, vraiment agréablement surpris par l'Ouganda. C'est-à-dire la qualité de l'organisation, la discipline dans le jeu, je dirais même la fraîcheur de l'équipe. Pour moi, c'est l'Ouganda qui m'a agréablement surpris, parce que c'est l'équipe qui m'a paru la plus cohérente de tous les matchs que j'ai vus. Et je pense que c'est une alerte aux autres. C'est une alerte aux autres. Il ne suffit pas de venir avec de sortir son titre ou ses étoiles. Maintenant, c'est sur le terrain que ça se dit, si on est leader, si on est champion, si on est grand. Et c'est pour ça que cette CAN est intéressante, parce que même, par exemple, il y a la Mauritanie a évolué. Qui pouvait penser que la Mauritanie pouvait avoir une telle qualité de jeu. Malheureusement, pas la Mauritanie. Le Burundi. Le Burundi a évolué qui également. arrive là pour la première fois. Ouais. Ils ont évolué également. Les petits. Madagascar aussi. Madagascar. C'est Madagascar dont je voulais faire allusion, parce que la Mauritanie, bon, elle est venue avec beaucoup d'enthousiasme, parce qu'elle a beaucoup évolué également, mais là, elle reste encore un peu naïve.
elle reste encore un peu naïve, elle est joueuse, mais c'est une compétition. Mais c'est une équipe qui a progressé. Je dirais que ces petits pays ont beaucoup travaillé, et il faudrait que nous, le Cameroun, il faudrait qu'on fasse attention. Si on ne travaille pas, on régresse. Il faut pour ajouter quelque chose à ce que le coach est en train de dire, qu'il y a une corrélation réelle entre l'évolution du championnat de tous ces petits pays, les clubs tanzaniens, notamment Simba, qui est toujours là, que ce soit en Champions League ou encore en Coupe de la CAF. Et il faut dire que cette équipe ougandaise a loupé de peu la qualification de la Coupe du Monde 2018. Je dis bien loupé de peu. Donc c'est une équipe qui va crescendo et les joueurs de cette équipe évoluent pratiquement à 25-30% sur le plan local et 60-65% ils évoluent tous en Afrique du Sud, donc dans un championnat professionnel. De deux, vous allez voir que le capitaine emblématique, le gardien Onyango, est meilleur gardien évoluant sur le continent africain, ou bien est parmi les meilleurs gardiens africains depuis pratiquement 3 ou 4 saisons. D'ailleurs, il a été champion, n'est-ce pas, d'Afrique avec le Mamelodi Sundowns en 2016, il y a 2 ans. Donc, ce sont des pays comme ça qui travaillent beaucoup sur le plan national et ces résultats se répercutent, n'est-ce pas, au niveau national. Peut-être un deuxième fait historique très important, c'est que la dernière fois que l'Ouganda a remporté un match en Coupe d'Afrique, c'était en 1978. Et cette année-là, l'Ouganda est allé en finale. Elle avait été, n'est-ce pas, l'Ouganda avait été battue par le Ghana en finale 2-0. Donc, c'est une équipe, il faudra suivre de près, parce que si déjà demain, contre le Zimbabwe, par exemple, si l'Ouganda sort vainqueur, l'Ouganda arrache là son ticket pour les 8e de finale. En confiance. Oui, parce qu'il faut rappeler que demain, il y a des équipes qui vont jouer leur suivi déjà dans cette compétition dès demain. Alors, on en vient justement à la journée de demain avec la poule A qui va reprendre l'Égypte qui était très attendue face au Zimbabwe et a fait sur la petite démarque 1-0. La seconde journée sera âprement discutée dans cette poule A. Oui, parce que heureusement, nos frères congolais, et le coach, mon ami, avec une mauvaise première journée, ça peut arriver. Parce que c'était la panne totale. La panne totale, aucune cohésion, vraiment... c'était un échec collectif. Un échec collectif. Et un entraîneur est un technicien comme un mécanicien. Il peut arriver que sa machine soit en panne, à lui de trouver la panne et de remettre la machine en marche. Et je pense que le coach a visionné. Je l'ai écouté aujourd'hui, j'ai vu qu'il était lucide. Il était très lucide, donc ça veut dire qu'il a fait un travail de fond. On verra demain. On verra demain parce que l'Égypte est à domicile. Si les stades sont vides, les autres matchs, le stade sera plein demain. Il sera plein demain. Salah, tout le monde l'attend. Le peuple égyptien l'attend. Fait de bonnes choses en première rencontre, c'était pas ça. Oui, mais il sait qu'on attend. Hors de match d'ouverture, on attend beaucoup plus de lui. Qu'on attend. Parce que souvent, le problème de ces joueurs, nous avons eu aussi des joueurs qui ont, comme ça au Cameroun, qui sont très bons à l'extérieur, mais quand ils arrivent à domicile, l'environnement est complètement différent. L'environnement est complètement différent. Et parfois, ça peut ne pas coller. Parce que ce ne sont pas les mêmes partenaires. Il n'y a pas le même mouvement autour, il n'y a pas les mêmes serveurs. Bon, il faut qu'ils s'adaptent. Il faut qu'ils s'adaptent. Mais moi, j'attends surtout vraiment le plus intéressant pour moi à voir, c'est comment les Congolais vont évoluer, quelle est la stratégie que l'entraîneur va utiliser, est-ce qu'il aura les mots pour sa capacité à réparer cette machine. C'est ça que, pour moi, c'est ça que je vais regarder le plus demain. Après le faux pas du Congo, le Congo pourra revenir demain? Ben là, il faut faire attention. Tout à l'heure, on parlait d'une finale Cameroun-Ghana. Demain, c'est une finale Égypte-Congo. C'est une finale, pourquoi? Parce que, on le disait tout à l'heure, au match aller, on attendait beaucoup de l'Égypte. Ça n'a pas été ça. On attendait évidemment beaucoup de Mohamed Salah. On a vu un très grand Trezeguet. Demain, il y aura une pression énorme sur les épaules, n'est-ce pas, de ces Égyptiens. Parce qu'on attend que cette équipe montre autre chose que ce qu'elle a montré contre le Zimbabwe. Maintenant, de l'autre côté,
nous avons une équipe qui s'est pratiquement noyée, n'est-ce pas, je ne sais pas, dans le lac Kivu, s'il faut parler comme ça, en première rencontre. Ils ont d'ailleurs demandé pardon au peuple congolais parce que de ce côté, évidemment, on attendait également beaucoup d'eux. Et il va falloir sortir la tête du lac parce que demain, en cas de faux pas, honnêtement, je crois que ce sera une élimination pour la RDC. Une humiliation, une élimination et une humiliation en même temps. Et le peuple ne pardonnera pas, n'est-ce pas? Une sortie de défaite. Oui, de sortie. Ça va être très compliqué pour ces joueurs de la RDC. Donc, je crois qu'ils vont tout donner demain dans l'optique de sortir de là, certainement avec une victoire. De l'autre côté, vous connaissez la pression, n'est-ce pas, du public maghrébin lorsque vous jouez à domicile. Ce n'est jamais facile. Un public chauvin. N'est-ce pas? Ce n'est jamais facile de perdre un match de ce côté-là, surtout à domicile. Donc, ça va être un match coup près de deux côtés. Maintenant, en deuxième rencontre dans la poule là, c'est la confirmation. On attend certainement, comme le coach disait tout à l'heure, est-ce que c'était la course de l'enfant, comme on aime bien le dire au quartier, ou bien c'est une équipe ougandaise qui a vraiment, n'est-ce pas, gagné en maturité et sur laquelle on pourra compter dans cette compétition. Donc de l'autre côté, on attendra évidemment une confirmation de ce que l'Ouganda a produit contre le Congo, contre le Zimbabwe. Et là également, il faut faire attention. Le Zimbabwe n'est pas un enfant de cœur. Le Zimbabwe arrive dans cette compétition ayant terminé quand même en tête, n'est-ce pas, dans son groupe, dans les éliminatoires, où on retrouvait déjà, n'est-ce pas, la RDC. On retrouvait la RDC avec l'autre Congo, le Congo-Brazzaville et le Libéria. Donc, même si le Zimbabwe a perdu contre l'Égypte, on voit que c'est une équipe qui n'est pas venue en victime résignée. C'est une équipe qui a joué son football et a perdu sur une action de but de Trezeguet. Donc, voilà un peu la configuration dans cette poule-là. Mais pour ajouter peut-être un deuxième, il faut dire qu'il y a un troisième match demain. C'est un match de la poule B, le Nigeria qui va jouer son deuxième match contre la Guinée. Là également, ce sera soit la qualification pour le Nigeria, soit, n'est-ce pas, un regain de forme pour la Guinée quand même qui a été tenue en échec contre Madagascar. Alors, coach, si on faisait un parallèle toujours dans cette compétition avec la Coupe du Monde, quand on regarde un peu l'arbitrage, on essaye de voir l'arbitrage, ne serait-ce que pour cette Coupe d'Afrique Nations, sans VAR, avec les arbitres pour cette première journée. Est-ce que vous avez le sentiment que les arbitres ont été corrects? Non, parce que je dirais pas, ils n'ont pas, ils ont fait parfois des erreurs d'appréciation, mais qui n'ont pas été déterminantes. Aujourd'hui, vraiment, c'est pas on dit le VAR ou la VAR, les deux, on peut le dire les deux, c'est une révolution dans le football. Je pense que Platini, vraiment en faisant obstacle à l'avènement de la VAR depuis, a apporté un préjudice au football. Parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement, il n'y a plus d'injustice. Il n'y a plus de but hors jeu. Parce que l'arbitre n'a pas le choix. On lui dit non. Arrêtez ça, annulez ça. On va revoir. Non. Et si jamais il y a un doute, il y a sujet à interprétation, on demande à l'arbitre, venez voir vous-même aussi. Mais quand c'est clair, on lui dit non, il y a hors-jeu. S'il y a pénalty, on lui dit il y a pénalty. Quand c'est clair. Quand c'est pas clair, qu'il y a possibilité d'interprétation, on l'appelle, on dit regarde toi-même des images et prononce-toi. Donc tout le monde dit, vraiment c'est pratiquement scientifique. C'est-à-dire que les joueurs aujourd'hui, nous on n'a pas encore compris ça, nos filles n'ont pas compris ça. Personne ne conteste quand l'arbitre fait le geste en disant c'est le VAR. C'est le VAR. On ne discute pas. On ne discute pas, parce que l'image est là. Bon, je pense que c'est une avancée. Alors, cette histoire de Lyon qui risque une sanction par rapport à leur comportement à la Coupe du Monde, c'est possible qu'on en arrive là? Oui, c'est possible. Parce que les filles ont menacé d'arrêter le match par 2 fois. Oui, parce que j'avoue que ça n'a pas été une bonne image. Ça n'a pas été une bonne image. C'est comme si on était dans une autre planète. On était loin de l'évolution des choses. Dans le haut niveau, il faut savoir gérer ses émotions. C'est ça le haut niveau.
Et il y a en plus la Coupe du Monde aussi, c'est une vitrine. Elle est regardée par des millions et des millions de personnes, parmi lesquelles les enfants, les jeunes. Et le football a aussi une valeur éducative. Et je n'ai pas aimé. Moi, je n'ai pas aimé telles images. Je suis coach, un joueur ou une joueuse tombe sur mes pieds, je tends la main pour relever. Vraiment, il y a des images, le fair play aussi fait partie. Je dirais, ça fait partie aussi, ce sont les indicateurs de l'éducation sportive. Et nous, moi je parle là en tant qu'éducateur. Il y a des comportements que je ne peux pas permettre à mes joueurs, que je ne peux pas accepter. Parce qu'au-delà de l'enjeu, ça reste un jeu. Coris, on va se quitter. Il faut dire que pour moi, pour dire un mot sur la VAR, c'est qu'à part le fait que ça casse un peu le jeu, parce qu'il faut dire que parfois on prend 45 secondes, 1 minute avant de prendre une décision, c'est une bonne chose, dans la mesure où ça nous permet de corriger effectivement des injustices, n'est-ce pas, dans le football d'aujourd'hui. Il faut dire que le foot a évolué, le règlement aujourd'hui aussi, parce que si le règlement n'avait pas évolué, vous pouvez être certain que le deuxième but du Cameroun aujourd'hui ne devait pas être valide, parce qu'il faut dire que le joueur marocain était totalement hors jeu. Mais avec l'évolution, n'est-ce pas, du règlement, c'est la défense adverse qui lui remet le ballon. Passe à l'adversaire. Et en plus, là, on parle de l'intention. C'est ce que je dis. Et là, le but a été validé sans problème. Donc, quand ça nous arrange, on doit applaudir. Quand ça nous arrange pas, on doit également applaudir. Parce qu'il faut éviter d'applaudir quand ça nous arrange. Et quand ça ne nous arrange pas, on dit que non, c'est une mauvaise chose. Le football a évolué, le règlement a évolué. Il faut évoluer avec le foot, il faut évoluer avec le règlement. Je parle évidemment aux Camerounais, je parle aux Africains, et bien voilà. Alors on termine par cette insolite des Lions Indomptables où c'est un journaliste de Canal Plus Horizon, Philippe Doucet, qui a dit que les Lions n'ont pas voulu avoir des réunions avec... Ils ont refusé de recevoir le ministre, oui, c'est Philippe Doucet, il faut le nommer. Cette déclaration. Vérifier, c'est vrai ou c'est fondé? Je crois que nous allons appeler, je crois que Philippe Doucet, c'est quand même un journaliste très sérieux, très impliqué dans le football africain, très impliqué dans le football camerounais. Et quand il donne une information pareille, je crois que c'est vérifié. Et il faut dire qu'avec tout ce qui s'est passé, je crois d'ailleurs que les Lions l'ont dit dans leur lettre. Ils ont dit... Ils ont laissé la question des primes de côté, ils ne veulent plus d'interférents. Ils vont en Égypte pour représenter le peuple camerounais. Ils vont pour jouer, pour défendre leur titre, ils vont faire la compétition. Ils ne voudraient plus qu'il y ait des visites ici, par là et tout ça. Donc pour moi, ça concorde avec ce que Philippe Doucet a dit tout à l'heure. Alors, Jeune, merci d'être venu. Un dernier mot, on va se quitter. Non, par rapport à ça, quand Philippe le Doucet l'a dit, ça m'a gêné. Ça m'a gêné. Et pourquoi? Je vais vous raconter une anecdote. Quand on va jouer contre l'Argentine. En 90. En 90, la personne qui jouait dans le but, qui devait jouer, c'était Joseph Antoine. Joseph Antoine. C'est lui qui avait fait les matchs amicaux. Il était le titulaire incontestable. Et ce matin, le matin du match, on fait une réunion, on nous appelle et on dit que le président de la République a demandé que ce soit Nkolo qui joue dans le but. Et nous étions jurés d'être solidaires dans nos décisions, dans le groupe. Et quand on est venu dire ça à Tommy a dit, pas question, c'est le jour qui était titulaire, c'est le jour qui va jouer. Tommy a refusé. Et on a fait une délégation. J'ai pris Emmanuel, je pense que Roger était dans la délégation. J'ai dit à Tommy, Tommy, c'est nous qui avons demandé que nous soyons solidaires. Mais Tommy, si le président de la République te demande de jouer, tu ne peux pas refuser. Tu ne peux pas refuser. Nous t'autorisons à jouer.
nous t'autorisons à jouer. Il y a des moments où c'est à notre niveau. Ça va au-delà de la solidarité. C'est pour ça que je n'ai pas été très à l'aise. Parce que Il n'aurait pas dû dire ça, ou alors les joueurs n'auraient pas dû faire ça. Disons que ça n'aurait pas dû être géré comme ça. Si c'était le cas parce qu'ils voulaient une intimité, cette information ne devait pas sortir. Parce que ça ne nous honore pas. J'étais très mal à l'aise. Sauf que moi, j'ai un problème avec ceux qui gèrent notre football et ceux qui gèrent l'environnement. Je veux dire quoi? Du moment où les joueurs du départ de Yaoundé ont dit « nous partons, restez tranquilles, nous allons nous donner à fond, nous allons mouiller le maillot pour la nation, pour la patrie. Cependant, nous ne voulons pas des visites, ceci comme ça. » Pourquoi un ministre s'engage encore à aller se faire... Bon, j'ai envie de dire à la limite se ridiculiser encore une fois de plus après l'autre scène ridicule qu'on a vécue il y a moins de 2 mois. Les joueurs auraient considéré cela comme une provocation du côté de la Guinée. Ben, effectivement, parce que du moment où ils ont fait tout un... Parce que parfois, si les joueurs avaient juste dit, vous savez, chez nous, on a l'habitude de dire les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mais ils ont pris la peine de s'asseoir et écrire. Ok, dès lors qu'ils ont fait ça, le ministre est en Égypte, il représente le chef de l'État de ce côté-là, qu'ils assistent aux réunions formelles, je ne sais pas trop, avec la CAF, avec tout ce qui tourne autour de ce côté-là. Mais il n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'aller rendre visite aux joueurs si les joueurs ne l'acceptent pas. Parce que des visites pareilles peuvent plutôt, n'est-ce pas, perturber encore l'ambiance dans la tanière et nous créer, ajouter d'autres problèmes. On termine par vous, coach. Oui, parce que le problème qu'ils ont posé, c'est que ces histoires, parce qu'il y a un décret qui aurait dû être respecté 6 mois à l'avance, ce problème aurait dû être réglé. Bon, malheureusement... Décret du 26 septembre 2014. Malheureusement, on n'a pas anticipé. Et quand ça se passe comme ça, ça devient fédérateur plutôt tout au contraire. Parce que quand ils sortent de là, ça donne les liens plus forts. Mais bien sûr. Et là, à ce moment-là, je vous assure que ça devient plutôt un problème d'orgueil. Et là, ça a fédéré. Maintenant, c'est pour ça que moi, peut-être que le ministre, il avait peut-être un message qui venait peut-être amener un peu de joie dans du temps de l'atmosphère. Du temps de l'atmosphère. Peut-être. Mais c'est la raison pour laquelle je pense que ça a été mal géré en termes de communication. Parce qu'avant même de le dire, il y a des émissaires qui approchent et qui gèrent cela. Merci, cher monsieur. C'était Club de Cannes. On vous donne rendez-vous demain pour une autre édition, pour décrypter les rencontres de la poule A prévues demain. 3 rencontres sont donc au programme. Merci d'avoir regardé et il vous reste qu'à vous souhaiter de passer une excellente soirée à regarder les programmes de Canal 2 International. Bien le bonsoir.